Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Le bel azur, les tempêtes de ciel bleu, eh bien, nous y sommes presque. La saison estivale commence demain, le 21 juin, avec le début de l'été. Bon, je ne parlerai pas de la fête de la musique, car elle se célèbre 365 jours par an, 366 pour les années bissextiles, on est d'accord. La joie est toujours aussi intense, évidemment, de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi. La France libre, la voix du Conseil national de transition français, canal historique. Nous avons une demi-heure devant nous. Nous avons avec nous ce soir, pour les chroniques, Philippe, Bruno et Jean-Pierre, et nous avons également l'honneur de vous avoir, messieurs, dames, en tant que spectateurs. Bonsoir et bienvenue. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tout le monde, évidemment, devant les micros ou ailleurs. Le monde avance vite. On a fait une semaine déjà un petit peu technique avec 2 émissions précédentes. Et là, on se pose la question de est-ce que le dénouement de tout ce que nous voyons, ce qui nous est donné à voir, sera surprenant ou ne sera pas surprenant? Pour l'instant, on en est où? On en est que entre Téhéran et Israël, évidemment, le torchon brûle, mais pas seulement entre Téhéran et Israël, mais entre Téhéran et les États-Unis, supportés, aidés, associés, alliés d'Israël en l'occurrence sur l'aspect persan, sur l'aspect de l'Iran. Et donc, on voit que les choses militairement sont présentées comme étant une sorte de victoire générale des attaques faites du côté d'Israël vers Téhéran, par écho à ce que les gens de Téhéran, les Iraniens, l'armée iranienne a pu répondre à ces attaques-là. Donc, on sait qu'ils ont répondu, évidemment, hein, mais il semblerait que il y a eu une ruse, une subtilité telle que les Iraniens sont battus. Alors, en tout cas, c'est la version qu'on entend, et à laquelle il faut se raccrocher forcément, puisque c'est une version importante. Mais est-elle définitive? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait encore toute une série de personnes qui pensaient qu'il fallait d'abord arrêter la guerre à Gaza, ce qui est un scandale sur les populations civiles, effectivement, et que subitement, on a changé d'âne, si les mouches ont changé d'âne, comme on dit chez moi, c'est-à-dire qu'on a oublié la guerre à Gaza et on a foncé sur la guerre à Téhéran, où là, effectivement, il semblerait que la CIA avait ses bases arrières, je dirais également l'État profond avait ses bases arrières, qu'un certain nombre de mollahs, qu'un certain nombre d'imams, etc., étaient des gens à la solde de ces organisations-là, et que finalement, c'est eux qui aujourd'hui ont pris la grosse raclée. Alors, comme on n'avait pas d'informations générales sur ces zones-là, effectivement, on peut pas critiquer, on peut pas dire c'est bien, c'est vrai, c'est faux, on n'a pas trop les informations, mais on est quand même on serait surpris que cette aventure qui se situe en Orient, donc Moyen-Orient en l'occurrence, eh bien ça s'arrête là et que il y a une sorte de fin de l'histoire à cet endroit-là. Donc il faut s'attendre, à mon sens, à d'autres commentaires, il faut s'attendre à d'autres choses. Toujours est-il que la réaction de Monsieur Trump a été de dire à partir de maintenant, je compte une quinzaine de jours avant que les Iraniens ne viennent demander une négociation de paix. Alors, ce sont ces paroles, mais on verra bien si les Iraniens iront à Canossa, comme on dit, hein, c'est-à-dire mais viendront à genoux pour demander la paix à Monsieur Trump. Nous verrons. Pour l'instant, c'est comme ça. Par contre, ce que je voudrais aussi rappeler rapidement, c'est qu'il y a en Nouvelle-Zélande des plaintes qui ont été déposées par un certain Monsieur Barry Young, qui est un ancien administrateur des données du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est quelqu'un d'officiel, et qui a trouvé tout un tas de choses, notamment des schémas de meurtre, figurez-vous, des schémas de meurtre dans la création de certains vaccins. Donc c'est pas rien. Et donc ce monsieur ayant dit ça, il s'est retrouvé immédiatement embastillé, sans qu'il y ait aucun reproche à lui faire. Le seul reproche qu'on ait à lui faire, c'est d'avoir osé dire les choses, quoi. Voilà où nous en sommes en ce moment, donc en Nouvelle-Zélande, et nous avons en France, donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois, le témoignage d'un monsieur qui a perdu son épouse suite à une vaccination ARN messager. Et dont les déroulements de détails seront à suivre par le temps qui vient, parce que pour l'instant c'est une première, donc il faut voir comment ces plaintes seront accueillies, comment cette plainte sera accueillie, comment elle sera transmise, à suivre. Voilà ce que je voulais dire. Je passe la parole à notre ami Bruno. Oui, merci Philippe. Alors,
Je ne sais pas si vous entendez, mais là, je suis dans ma voiture sous un énorme orage. 5 sur Il 5, pleut, Bruno. il tombe des cordes parce qu'il faisait 37 degrés et puis d'un seul coup, le temps change. Je vais dire trois choses. J'essaie d'être assez rapide. Par rapport à ce que tu disais, compte tenu par rapport à cette plainte, par rapport à l'injection, qui est un crime contre l'humanité, je voulais simplement donner une anecdote. Le nom du laboratoire AstraZeneca. Si vous regardez en latin ce que ça veut dire, il suffit que vous alliez sur Google Traduction. En latin, ça veut dire le chemin vers la mort. Bizarre quand même, hein. Très bizarre quand même. Deuxième chose, pendant que Donald Trump a interdit à la Fed de créer le dollar numérique parce qu'il veut libérer les crypto-monnaies en considérant que c'est beaucoup plus démocratique, eh bien, pendant ce temps-là, tout doucement, la Banque centrale européenne voudrait créer l'euro numérique et aller jusqu'à supprimer l'argent liquide. Donc, imaginons un petit peu le crédit social comme en Chine, ce que ça peut représenter. Le fait qu'en plus il n'y ait plus d'argent liquide. Imaginez une coupure d'électricité comme il y a eu en Espagne. S'il n'y a plus d'argent liquide, qu'on peut plus sortir d'argent, qu'on peut plus acheter à manger. Imaginez un petit peu ce qui va se passer si tout est lié à l'intelligence artificielle. Si je peux me permettre, Bruno, la seule valeur qui va nous rester, c'est la démocratie et l'or. Exactement. Et en plus, Sylvain, le fait qu'il n'y ait plus d'argent liquide, ça va créer de très gros problèmes aussi pour les petites gens qui n'ont pas d'internet et qui n'ont pas de connexion. Donc ça, on sait que la Suède a essayé de le faire, ils sont revenus en arrière parce que ça crée des problèmes énormes. Donc danger, attention, il y a eu un certain nombre de pétitions qui ont été publiées, mais comme vous savez, ça sert à rien étant donné que nous sommes gouvernés par des usurpateurs. Donc très important. Dernière chose que je voulais dire, suite à des demandes par rapport à la dernière émission où j'ai parlé des frères Bogdanov, je voulais simplement vous dire comment je les ai connus. Je les ai connus par un ami qui maintenant d'ailleurs est inscrit au CNTF-CH, qui est un financier qui est dans l'immobilier en région parisienne, et donc qui me les avait présentés pour des opérations de placement d'argent, etc. Et très vite, j'ai sympathisé avec eux, et très vite, on s'est aperçu tous ensemble que on avait les mêmes opinions concernant la démocratie, et eux étant notamment des scientifiques, se sont fait souvent attaquer et ridiculiser par la pensée unique qui nous domine, et notamment dans leurs anciennes émissions célèbres comme Temps X et autres. Et ils ont dénoncé beaucoup de choses d'une manière, je dirais, assez douce, sans le dire directement, mais en fait, ils ont démontré pendant des années que dans l'univers, tout fonctionnait d'une manière démocratique. Oh, les Bogdanov nous ont ouvert l'esprit. Ça leur a coûté la vie. Ouais, et ils nous ont ouvert l'esprit, évidemment. Moi, j'étais tout petit, je regardais Temps X, et quel moment formidable, les découvertes scientifiques, et puis la façon dont ils étaient habillés également. Alors aujourd'hui, on a des groupes, qui s'habillent de façon particulière. Eux, ils étaient bien précurseurs, les frères Bogdanov. Bon, dans l'essentiel, je voudrais quand même rappeler que ici, dans la France libre, au Conseil national de transition français, canal historique, que chacun assume la responsabilité de ce qu'il dit. C'est non seulement une question d'éthique, évidemment, et surtout une condition essentielle à une réelle démocratie, ce qui est le cœur de notre combat. Si vous le voulez bien, on va regarder l'actualité en images. La grande muette a retrouvé la parole. Concrètement, vous appelez la décision d'Emmanuel Macron ? Moi, je dis qu'on est en train de perdre un temps précieux d'un pays en grande difficulté. Vous avez vu les sujets qu'on a peut-être, évoqués. mais enfin, la décision n'appartient qu'à un seul homme. Mais si on a le sens du pays... il faut qu'il parte. Mais on va être concret, vous invitez Emmanuel Macron à démissionner. Je dis que le président de la République qui dirait au nom de l'intérêt de la France, pour ne pas perdre 2 ans dans l'état dans lequel se situe la vie politique, avec une partie de l'Assemblée nationale où on a le sentiment d'avoir Robespierre, Marat et Saint-Just qui sont là pour couper les têtes tous les jours. Il y a Robespierre qui est Marat et qui est Saint-Just. Ouais, les mélanchonistes et les filles, etc. Il a complètement exclu Emmanuel Macron de démissionner. Oui, écoutez, non mais vous voyez bien. Et il a dit qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Monsieur, vous avez vu dans quel état est la France. Vous avez vu dans quelle situation budgétaire nous sommes. Vous voyez bien qu'on est face à des problématiques sur lesquelles on a besoin de réponses. Donc vous dites aujourd'hui qu'il faut qu'il parte, faut qu'il démissionne. Je dirais, laissons Hervé Morin avoir un pouvoir de conviction ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Si vous voulez mon point de vue,
le président de la République dirait, voilà, la situation du pays est trop grave. On voit bien que rien ne bouge, rien n'avance. Il y a un autre sondage sur la presse concurrente, je ne sais pas si vous avez vu, l'état dans lequel, d'opinion favorable dans lequel est le couple exécutif. Bien. Disons, on laisse le temps aux partis politiques de s'organiser. Le temps, les primaires, pas les primaires, choisir son candidat, pas comme ça du jour au lendemain. Et on décide qu'il y a un rendez-vous qui aura lieu en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ce serait, je pense, rendre service au pays, rendre service aux Français. Est-ce qu'on peut se dire qu'une seule fois, plutôt que d'aller au Groenland aujourd'hui, on puisse se dire, ben voilà, l'intérêt majeur, l'intérêt supérieur de la nation, pour reprendre une formule du général de Gaulle, c'est celle de faire en sorte qu'on puisse avoir un pays qui est un exécutif, qui puisse décider, mettre en œuvre des réformes avec un Parlement qui va le suivre. L'actualité en images, j'attends tout simplement de recueillir vos ressentis. La grande muette se met à parler, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Il y a eu plusieurs interventions récemment d'ailleurs de militaires français, qu'ils soient en poste ou pas d'ailleurs. Je me souviens d'un monsieur je me souviens malheureusement pas du nom de ce monsieur qui avait parlé du cas de monsieur Macron et de ce qui était en proie d'arrivée, en cours d'arrivée. Donc il y avait de sa part à la fois une certaine forme de sérénité, il parlait dans la confiance, de sécurité, il se sentait protégé parce qu'on peut pas dire ce genre de choses n'importe où, n'importe comment, n'importe qui. Je ne sais pas dans quel type d'émission c'était. Mais en tout cas, il parlait avec sagesse et sérieux. Voilà. Alors, c'est exactement ça qu'on attend de nos futurs gouvernants, des personnes auxquelles nous devrons faire confiance. C'est des gens qui vont peut-être nous envoyer, je sais pas moi, des missions, on ne sait pas lesquelles, mais auxquelles il faudra faire confiance parce qu'ils nous auront donné confiance. Nous, au sein du CNTF-CRH, nous donnons confiance dans l'avenir, nous donnons confiance dans ce qui se passera dans l'après, sur la recherche de la démocratie dont on a parlé très brièvement à l'instant. Évidemment, les frères Bogdanov en étaient des éléments en pointe, mais l'univers, effectivement, comme le dit d'ailleurs à bon escient Iota Angelaki, l'univers est géré selon les règles de la démocratie. Donc j'ai un petit peu basculé là de l'armée à la démocratie, mais tout est lié en définitive, car l'armée ne remettra les clés du camion, si vous me permettez l'expression, qu'à une organisation politique qui tiendra compte de démocratie. Ça me paraît l'évidence même, parce que si c'est pour recommencer du comme avant, voilà, on aura toujours plus de mêmes résultats, quoi. Voilà, ce qu'on voudrait éviter. Voilà moi mon commentaire sur ce que nous venons de voir. Philippe, par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est bien précisé que l'armée est dirigée par le peuple. C'est le peuple qui gouverne l'armée. L'armée est là pour défendre le peuple et pas pour défendre des gouvernants légitimes ou illégitimes. Et si on se rappelle de la lettre des généraux au moment de la création de places d'armes, on s'aperçoit que depuis quelques années, l'armée n'est plus du tout muette. Et que même si ce sont des généraux en retraite, de plus en plus d'officiers d'active disent ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, ça a commencé tout de suite dès l'arrivée de Macron en 2017, quand le général Pierre de Villiers a claqué la porte. Et depuis, ça n'a pas cessé, et je pense que ça va aller de plus en plus, étant donné que les militaires n'acceptent plus du tout d'être pris pour des imbéciles et qu'on se serve d'eux pour une certaine propagande de l'oligarchie. Et il y a surtout un article dans cette Constitution, s'il existe encore, qui précise que lorsque la Constitution, la démocratie est en danger, l'insurrection est un devoir. Alors attention, l'insurrection, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, hein. C'est avertir les gens, c'est tenir informés, et c'est surtout rester calme et faire preuve de bienveillance, s'il vous plaît. Alors là, il faut apporter une précision. Là, tu fais allusion à une déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est un petit peu postérieure à celle d'origine, dans laquelle effectivement il a été inclus un paragraphe dans lequel il était dit qu'il fallait l'insurrection était nécessaire au cas où nos dirigeants effectivement le justifiaient. Ça a été retiré parce que parce que considéré comme une incitation tout simplement à la défaite du gouvernement, tout simplement. Donc Philippe, ça a même servi d'alibi à Robespierre pour effectuer le génocide en Vendée.
En plus, oui, tout à fait. Donc c'est de mauvaise mémoire, cet article-là, il est plutôt de mauvaise mémoire. Mais bon, voilà. Mais de toute manière, les Américains ont exactement la même chose. Ils ont dans leur premier amendement la possibilité de se révolter contre des dirigeants qui exagèrent ou ou qui les grugent. Ce qui est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'ils vivent aujourd'hui. On est en train de revivre les mêmes choses que tout ce qui était à l'origine, au fondement des démocraties occidentales, c'est-à-dire américaines et françaises en particulier. On est en train de revivre quelque chose de cette nature-là. Voilà. Donc, ne nous laissons pas piéger par les mots, parce que évidemment, si on est piégé par les mots, ben, on peut se faire piéger par des grosses mâchoires qui viennent nous attraper. N'abandonnons pas l'idée que nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement et que nous le faisons savoir avec des méthodes elles-mêmes pacifiques et démocratiques. Donc voilà, ça c'est un point super important et qui va dans le sens de ce que veulent les militaires. Les militaires ne veulent pas des gens affolés, des civils affolés qui attaquent avec des couteaux de cuisine et des fourchettes à huîtres pour prendre l'Élysée. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout et ça ne mènera nulle part. Donc voilà. Donc il faut compter effectivement sur l'aide des militaires quand des décisions auront été prises. Alors avec des civils, lesquels, je ne sais pas, nous n'en savons rien. Mais c'est en tout cas notre décision d'avancer de cette façon-là. Voilà. Mais c'est vrai, Sylvain, que la déclaration de 1793, elle existe aussi, mais elle a été mise de côté justement parce que la déclaration de 1789 se suffit à elle-même, étant donné qu'elle précise que c'est le peuple qui gouverne. Et donc, à partir du moment où le peuple décide de quelque chose, l'armée, elle doit suivre. Et c'est ce qui se passe normalement, théoriquement, dans une vraie démocratie. Et actuellement, c'est le problème que nous avons, c'est que l'armée sait très bien ce qui se passe. Elle connaît très bien toutes les tricheries, toutes les magouilles et toutes les usurpations qui ont été faites, notamment depuis 2005, et la Constitution donc qui a été violée lors du fait que le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Donc les militaires ne tiennent pas compte, ne respectent pas la Déclaration des droits de l'homme, parce que sinon il y a longtemps qu'ils auraient dû intervenir. Alors, petite question, savez-vous pourquoi est-ce que l'on retire des articles de la Constitution? Bon, je vais vous donner la réponse tout de suite. Bien, parce que ce sont des articles complotistes, tout simplement. Jean-Pierre, tu as désiré la parole. Jean-Pierre, alors. Oui, j'ajouterais une petite précision sur mon point de vue par rapport à l'armée. L'armée a ses plans secrets qu'elle ne dévoile pas. Donc, les militaires attendent le bon moment pour agir. Et je ne peux pas parler pour eux, je ne connais pas leurs plans, mais je connais parmi eux des gens d'une noblesse de caractère extrêmement touchante. Et donc, nous en avons déjà aussi parmi nous des militaires dont la noblesse de caractère ne peut pas être remise en compte. Donc, j'ajouterai cette précision, les militaires attendent le bon moment, le moment propice pour agir sans effusion de sang, pour agir en accord avec le peuple, car il respecte aussi ce proverbe qui est très ancien. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Cela signifie que si tu veux faire quelque chose pour moi, fais-le avec moi, s'il te plaît. Donc je fais confiance à ces gens d'honneur et d'engagement, comme je fais confiance à tous les gens en armes, pour lesquels j'ai une grande admiration. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre, surtout de souligner la noblesse de cœur de ces personnes à l'engagement exceptionnel et qui souvent font don de leur vie, quoi. Merci. Oui, et comme nous sommes dans une société avec un petit s, dans lesquelles on a tendance à ne plus se reconnaître en tant que Français ou en tant que porteur de valeurs anciennes, et on n'est plus simplement aujourd'hui que des individus qui cherchons désespérément à trouver un job pour faire un peu d'argent, alors avec Internet ou sans Internet, avec des solutions financières qu'on ne connaît pas ou qu'on invente, avec tout un tas de solutions, et ce qui fait que derrière tout ça disparaît la notion de solidarité populaire, disparaît la notion de beauté de la nation, disparaît un certain nombre de notions qui sont justement chères aux militaires. Et les militaires aimeraient, j'imagine, même si je ne suis pas dans leur tête ni dans leur cœur, que la population, à un moment donné, leur montre qu'ils ont du respect pour ce pays à travers le respect pour leurs militaires. Car si ça ne passe plus entre les militaires et le peuple,
bah ça passe plus. Il y a eu des périodes de la France où ça a coincé un petit peu entre les militaires et le public et ceux qu'ils étaient censés protéger. Ça se passait difficilement. Je pense à des périodes sous Clémenceau, je pense à des périodes sous De Gaulle même, où c'est pas toujours été très clair, que l'amour entre les Français et ces militaires était pas évident. Par contre, à la fin du 19e siècle, jusqu'à la guerre de 14, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. On était en France mieux qu'ailleurs, tout à fait fiers de ces armées. Voilà. Même si on ne se rendait pas compte qu'elles n'étaient pas tout à fait justement armées pour la prochaine, c'est-à-dire celle de 14-18. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, et il faut montrer à ces militaires que nous aussi, on croit dans la nation et pas simplement dans le marché. C'est-à-dire que je me sens aussi bien à l'aise en allant travailler en Allemagne et en parlant allemand que en allant travailler en France et en étant français. Non, il y a des pays qui ont des valeurs différentes. Il y a des pays porteurs d'une grande histoire. Et il n'est pas question de la lâcher, et c'est ce que fait justement Monsieur Trump avec les États-Unis d'Amérique, où là aussi on est dans un matérialisme forcené depuis bien des années, mais où il est en train de ramener tout le monde sur le côté des valeurs, quoi. Voilà, et bravo à lui pour ça. Tu parles tout à l'heure, Philippe, tu disais tout à l'heure que l'importance aujourd'hui d'aller travailler, gagner de l'argent, etc. Bon, c'est à deux vitesses, hein. Je suis absolument d'accord avec toi, quoique je m'aperçois qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de gens qui font appel à la providence, que la course à l'argent ne sert à rien, en fait, avoir plein ses armoires, cela ne sert à rien. La providence, tout simplement, est ce qui leur permet d'avoir un quotidien on ne peut plus agréable. Merci Sylvain. On peut dire que l'argent, en fait, c'est comme le carburant, c'est ce que je dis toujours. Il est ni bon ni mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est juste un outil qui sert à créer quelque chose. Quand on le garde en réserve sur des comptes ou dans des coffres, il ne sert à rien parce que il ne travaille pas. L'argent, il doit travailler. Sinon, eh bien, si on ne crée pas quelque chose avec l'argent, ça sert à rien d'en avoir. Jean-Pierre. Oui, j'œuvre depuis 23 ans pour distribuer ce que j'ai appelé la Providence et ce qui a été appelé par mon groupe. Nous sommes des bénévoles sans association officielle et nous distribuons ce que les magasins biologiques, bien sûr, veulent nous donner parce qu'ils n'ont pas envie de le vendre ou qui ça leur fait plaisir de nous le donner. Et cette histoire de Providence, toute mon équipe dit c'est tous les jours Noël parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver et très souvent il nous arrive ce dont nous avons besoin. Je ne peux pas vous donner d'explication cartésienne de pourquoi ça nous arrive, mais tous mes partenaires l'ont constaté. À chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, on nous le donne. Donc, ne nous soucions pas pour l'argent, soucions-nous d'être un avec l'univers et tout fonctionnera correctement. Merci d'avoir entendu. Et je rajouterai en tant qu'artiste que personnellement, lorsque je m'investis en tant qu'artiste, alors je vais pas faire étalage ici de tout ce que je pourrais faire étalage, mais je le fais de façon absolument gratuite. Eh ben oui, musique, art, etc. Cela se partage, cela pimente la vie, cela connecte les esprits et de façon gratuite, s'il vous plaît, quand même. Et souvenons-nous que les Grecs anciens, qui avaient des mines d'or, qui les exploitaient, ne les exploitaient que lorsqu'ils avaient besoin de cet argent. Ils prenaient pas un gramme qui ne soit pas nécessaire à la circulation monétaire. Très bien, il nous reste quelques minutes, les amis. Si vous avez l'envie d'intervenir, c'est le moment. Oui, on est comme d'habitude, plus que d'habitude, sous la pression d'événements exceptionnels. Le but, c'est pas d'essayer de les appréhender dans leur entièreté parce qu'on n'en a pas les moyens. On a parlé du secret militaire tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut s'appuyer un petit peu là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont secrètes et on va les découvrir quand elles nous arriveront. Voilà. Et puis, une fois qu'elles seront là, ben, ce sera à nous d'expliquer à tous ceux qui sont sceptiques, tous ceux qui seront dans la peur, tous ceux qui sont dans l'hésitation, comment les choses vont désormais s'articuler en fonction de ce que M. Trump a voulu faire. Est-ce qu'il a tous les tenants, les aboutissants? Ben, lui le prétend. Il dit qu'il maîtrise le plan, il maîtrise un plan, très bien. Ben, on va lui faire confiance, le temps de lui faire confiance, comme on dit. Hein. Et puis, si ça marche, bah youpi, youpla, et donc il va développer ce que l'on appelle le GESARA, donc cette possibilité de rendre chacun d'entre nous un petit peu plus riche quand même que ce qu'il est aujourd'hui, par un jeu de redistribution financière qui a été prévu, qui a été averti, enfin dont nous avons été avertis. Nous serons également avertis par ce que l'on appelle l'EBS, l'Electronic Broadcast System, qui est un système électronique, comme son nom l'indique, qui nous permet de recevoir sur nos téléphones et ou nos télévisions un certain nombre d'informations qui vont permettre d'accélérer la connaissance de chacun d'entre nous sur ce qui est en train de se passer,
car pour l'instant, les gens sont juste perplexes, mais ils n'ont pas le détail, et bien souvent d'ailleurs, ils ont peur d'essayer de comprendre, voilà, tout simplement. Donc tout ça est en marche, on l'attend, je pense que le mois de fin juin, début juillet seront porteurs de belles idées, de belles choses, nous verrons bien. Est-ce que ça veut dire que c'est fini, qu'on peut faire la fête et s'arrêter? Pas du tout. C'est le début du commencement d'autre chose. Donc, il va être fondateur. Il va falloir être fondateur et aller au bout de tous nos projets de vivre ensemble que nous avons aussi bien démarré depuis quelques semaines déjà concernant notamment la démocratie et la meilleure façon de la faire vivre dans une vieille société comme la nôtre où elle a souvent traversé comme un fantôme et où elle ne s'est jamais arrêtée malheureusement. Donc il va falloir la mettre en avant au travers de choses qui ne sont pas du tout théoriques, qui sont tout à fait réelles et sérieuses et qui sont en cours. Donc à tous ceux qui nous écoutent, faites confiance si vous en avez envie à Monsieur Trump. Si vous en avez moins envie ou plus envie, vous faites aussi confiance dans les projets que nous menons au sein du CNTFCH et vous ne serez pas déçus. Vers un dénouement attendu, on peut résumer en quelques mots, Philippe, prudence et engagement. Oui. Très bien. Oui, Bruno. Oui, Sylvain et Philippe, moi je voulais terminer mes interventions en parlant tout simplement de la démocratie dans le monde et de la dictature dans le monde. Il y a toute une série de formes de dictature et comme le dit Iota, dans le monde il n'existe que deux systèmes, l'oligarchie ou la démocratie. Et nous, on nous fait croire qu'on est dans une démocratie parce qu'on a une certaine forme de liberté, mais on a des contraintes aussi qui sont énormes, qui sont souvent peu visibles, mais qui existent quand même. Alors, à l'opposé de ça, on a des vraies dictatures, mais qui sont au grand jour, comme la dictature chinoise ou la dictature iranienne. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit les peuples qui se libèrent de ces dictatures. Il faut que les peuples, par eux-mêmes, prennent conscience. Et c'est ce qui fait la différence de l'époque actuelle par rapport à ce qui s'est passé au XXe siècle avec toutes les idéologies, le nazisme, le communisme, etc. Il n'y avait pas Internet, donc c'était très difficile pour les peuples de communiquer et de pouvoir avoir des informations qui viennent réellement de la vérité et pas de la propagande. Eh bien maintenant ça a changé et donc à tous les peuples du monde de se libérer de toutes les formes de dictature qui puissent exister. Il y a des dictatures cachées et ça commence à la maison et ça commence très jeune avec des phrases du style « tu n'as que le droit de te taire » et encore c'est un droit qu'on risque prochainement de t'enlever. Demain, le 21 juin, le début de l'été. Bon, alors attention, la fête de la musique c'est quand même quelque chose d'important puisque ça permet à des musiciens de pouvoir sortir et de pouvoir, eh bien justement jouer, de pouvoir donner leur art et ça c'est quelque chose d'important de pouvoir laisser un artiste s'exprimer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de bien vous reposer ce soir, histoire de demain être vraiment en forme et de pouvoir profiter pleinement de ce début d'été. Et puis surtout, nous aurons le plaisir de vous retrouver juste après le week-end lundi avec une nouvelle édition de La France Libre avec le Conseil National de Transition Français, Canal Historique. Il me reste à remercier mes personnes ici, mes frères, Philippe, Bruno, Jean-Pierre, et vous remercier, vous également, d'avoir été présents pendant cette demi-heure et notre prochain rendez-vous donc à partir de lundi. Merci à vous, au revoir.